France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, c'est parti pour le grand forum qui vous conduira tranquillement jusqu'à 18h et comme chaque jour sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, un invité, Mourad Kassa, qui viendra nous présenter le film Resting Jerusalem. Il est également militant des droits humains et réalisateur de documentaires et de fiction. On en parlera de ce film qui risque de faire beaucoup de bruit tout à l'heure en fin d'émission. Pour nous accompagner aujourd'hui, Gamal Abina et Hossein Ras, c'est pour répondre à ce sujet à la une. Suite à l'attaque à l'arme blanche de Villeurbanne, les mouvements politiques de droite et d'extrême droite dénoncent de nouveau des problèmes migratoires. Les médias se font-ils leur porte-parole? C'est la question que l'on vous pose et que l'on se posera. Pour y répondre, Facebook, France Maghreb 2 sur Twitter, le grand forum FM2. Vos appels 01 40 33 9000. Le zapping avec au programme Yann Moix et son pardon. Michel Sardou, plus aigri que jamais sur RTL ce matin, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, évidemment tous les jours. Et on a fait notre rentrée la semaine dernière et j'espère que tout va bien et que beaucoup ont fait leur rentrée aujourd'hui. 12 millions d'élèves en tout cas ont rejoint le chemin de l'école. On leur souhaite une belle année scolaire pour tous les enfants qui sont rentrés au primaire, au collège, au lycée. Bref, bonne rentrée à tous, ça y est, on est en plein dedans. En plus, le temps est plutôt sympa pour un lundi de rentrée. Qui plus est, pour embellir tout cela, eh bien, monsieur Hossein Ras qui fait lui aussi sa rentrée. Salut mon Hossein. Salut Christophe, bonjour tout le monde, bonjour Gamal, ravi de pouvoir revenir après des mois d'absence. Gamal Abina est effectivement de la partie, comment ça va Gamal? Très bien, je suis content d'en voir Hossein d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais. Absolument. Alors, mon cher Hossein, ça va? Tu valides les nouveaux studios là? Ah magnifique. Pas encore tout à fait fini, mais ça prend bon chemin. Exact, ça annonce de belles choses. On est bien là, hein. Ouais, super. Bon siège, on est bien installé. Voilà, on est au top là, les gars. Prêt en tout cas pour vous accompagner durant toute une saison. Et c'est pas pour vous faire rêver, mais cette année, on a décidé de vous servir du lourd, du très très lourd. Donc restez bien branchés sur France Maghreb 2, bien entendu, à l'écoute du LGF, mais aussi des autres programmes, mais du LGF, je vais vendre ma paroisse. 16h, 18h tous les jours sur France Maghreb 2, rediff le soir à minuit. Pour ceux qui ont loupé le truc, voilà, à partir de ce soir, on redémarre les rediffs à partir de minuit pour ne rien louper du LGF. Alors, aujourd'hui, à la une, c'est ce qui s'est passé à Villeurbanne ce week-end. L'auteur présumé de l'attaque au couteau de Villeurbanne samedi près de Lyon est un Afghan d'une trentaine d'années, demandeur d'asile en France. Cet homme bénéficiait d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en janvier 2020. Le profil du suspect suscite des réactions évidemment indignées de la droite et de l'extrême droite qui dénoncent l'échelle de la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Et c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a tapé le plus fort pour le président de Debout la France, allié de l'extrême droite à la dernière présidentielle. Un islamisme fondamentalisme a déclaré la guerre à notre civilisation. La faute, selon Marine Le Pen, à la naïveté et au laxisme de notre politique migratoire. Écrit sur Twitter la patronne du Rassemblement national. À droite, le député Les Républicains Éric Ciotti dénonce lui la naïveté de l'exécutif qui menace la sécurité des Français. De l'autre côté, la majorité présidentielle et la France insoumise se retrouvent pour une fois sur la même ligne quand le principal lieutenant de Jean-Luc Mélenchon critique ceux qui profitent de cette occasion pour faire un amalgame douteux avec le droit d'asile. Le marcheur Gilles Legendre se dit écœuré par ces commentaires, mais dans le même temps, le chef de file des députés de La République En Marche juge qu'il y a bien un problème d'immigration dans l'esprit des Français. Notre devoir, dit-il, est de l'entendre. Emmanuel Macron a d'ailleurs souhaité un débat sur la politique migratoire de la France. Il aura lieu le 25 septembre, notez-le sur vos agendas, et ça se passera à l'Assemblée nationale. Du coup, en découde cette question que l'on a envie de vous poser aujourd'hui. Suite à l'attaque donc à l'arme blanche de Villeurbanne, les mouvements politiques de droite et d'extrême droite dénoncent des problèmes migratoires. Les médias se font-ils leur porte-parole? Pourquoi on pose cette question? Parce que ce matin, on écoute un petit peu les différentes émissions qui se font à droite à gauche, on regarde, et à chaque fois en plateau, Gamal Abina, Hossein Ras, amis auditrices auditeurs, des militants d'extrême droite. Alors je vous donne, par exemple, Jean Messia, Sébastien Chenu, Marine Le Pen, j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas envie de dire ça suffit? Gamal? J'ai envie de dire à Jean Messia que ça suffit d'entendre parler, il vient d'Égypte, il est né au Caire,
Il n'a pas Oui, de il l'a dit leçon à d'ailleurs, donner en qu'il a eu la nationalité à 20 ans. Il n'a pas de leçon à donner en matière d'immigration, c'est le dernier venu qui parle le plus fort. Ensuite, effectivement, il va falloir qu'il se calme un petit peu parce que la question sociale n'est évidemment pas abordée, parce qu'ils veulent absolument ethniciser des questions qui ne sont pas politiques, même si les agresseurs souvent se réclament d'une idéologie politique juste pour se raccrocher au wagon d'une réussite qui est totalement perdue puisque Daesh est mort maintenant. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement l'extrême droite joue la carte de la peur à plein régime pour amplifier un phénomène qui reste marginal. Et évidemment, on peut pas dire qu'après 2015 c'était marginal à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est. Donc et de l'autre côté, ça sert vraiment la politique gouvernementale parce que M. Macron est en difficulté et qu'effectivement il a tout intérêt à parler d'immigration comme le faisaient tous ses prédécesseurs. Ça permet de détourner l'attention. Donc j'ai envie de dire que la tête de Turc sert vraiment à bon compte pour le coup. Est-ce qu'il y a vraiment un problème migratoire en France aussi? Moi justement je voulais revenir sur le point d'avant. C'est facile de taper sur des partis politiques comme le Front National, mais on n'a pas de surprise. On sait très bien qu'ils vont jouer sur la carte dès qu'un étranger va faire un attentat entre guillemets ou va faire une grosse bêtise en France. Ils vont taper sur l'immigration, sur l'islam, le lien avec l'islam, le fondamentalisme, etc. Même si ça n'est pas le cas comme maintenant. Mais où ça m'énerve encore plus, c'est surtout sur les médias. Que le Front National ait ses propos, c'est normal, on a l'habitude, on n'a pas de surprise. Que les médias fassent encore un tapis rouge à ce genre de paroles, à ce genre de personnalité. C'est ça, d'où la question du jour. Exactement. Et en fait, en réalité, on comprend que c'est un véritable fonds de commerce et c'est le plus gros point commun entre le Front National et les partis radicaux de droite et les médias au jour d'aujourd'hui, c'est ce fonds de commerce sur la pseudo-radicalisation, sur l'immigration, etc. En fait, ces médias, ils n'ont pas de différence avec le Front National, puisque leur fonds de commerce, c'est celui-là. C'est les auditeurs qui sont intéressés par ça, les téléspectateurs qui sont intéressés aussi. Et c'est ça qui est frustrant, parce qu'après, on rentre dans une paranoïa en France, à quelques mois des élections municipales, qui est un gros enjeu pour les villes. Des partis comme le Front National qui raflent très peu localement, au jour d'aujourd'hui, avec des jeux comme ça et le jeu des médias, ils peuvent réussir à prendre beaucoup de place en France. Puis il faut tout de même rappeler une chose, pour ceux qui sont les Cassandres de l'immigration, c'est que deux descendants de l'immigration, pour le coup, Sofiane et Abdelkader, ont été les deux héros du jour. On n'en a pas assez parlé, on en parle un petit peu maintenant. Ces héros qui ont stoppé un type dont manifestement il avait des problèmes psychologiques. Oui. Ça, il le rappelle pas. J'aimerais bien entendre Jean Messiha, qui fait rigoler avec son Messia, qui joue les messianiques. J'aimerais bien l'entendre là-dessus pour savoir ce qu'il pense de ces héros qui ont souvent sauvent des gens. Par exemple, dans les incendies d'immeubles, on voit ces mêmes héros racailles à l'origine, soi-disant de cité, qui finissent par devenir les héros inattendus dans les quartiers populaires. Donc c'est une question qu'on pourrait lui poser à ce monsieur qui n'a rien fait de sa vie d'ailleurs. Et parmi les héros, justement, Sofiane, il était sur le lieu et il a aidé les policiers à l'interpellation de ce jeune homme. Mes amis qui se trouvent dans ce quartier juste là, des autres passants hommes que j'ai arrêtés qui font un peu peur, qui sont walwad, on a mis un périmètre, on a fait un grand carré, comme ça il peut pas partir, aucun des fuites. On a commencé à parler avec lui en lui disant pose tes couteaux. À un moment, il a écouté, il a posé ses couteaux, il s'est mis ici, on lui a dit de se mettre à genoux, face contre terre, comme ça. Exactement, de se mettre à genoux, regarder le mur. Et il y a quelqu'un qui en a profité pour mettre un coup de pied. Donc de là, il s'est énervé, il a mis la main dans son caleçon, il nous a sorti un pic de viande. Et j'étais exactement même pas 20 cm de lui. 20 mètres de lui, pardon, excusez-moi. Et il a essayé de me mettre un coup, donc je suis parti en courant dans cette direction. Je suis allé à l'assaut et j'ai trouvé des policiers en train de courir en direction Laurent Medvet. Donc ils allaient mettre trop de temps. Donc je les ai montés sur mon scooter et on est parti directement ici. Et c'était eux les premiers à être arrivés qui ont fait l'interpellation. Je les ai mis sur le scooter et ils l'ont interpellé directement. J'ai eu peur, mais je pense que tout honnête citoyen doit avoir ce réflexe-là. C'est grâce à tout le monde qui s'est mobilisé et tous ceux qui étaient là. Je sais que je suis âgé de 17 ans, tout le monde m'a dit que j'ai vu ma vie en danger. Ça, j'en suis conscient, mais je préfère sauver 10 personnes et moi me mettre en danger que me laisser tout seul et 10 personnes risquent de mourir. T'as pas laissé des gens mourir comme ça, ils ont rien fait, ils ont rien demandé. Je me mets à ma place que ça peut être ma mère qui s'est pris un couteau hier, ça peut être mon frère qui vient de mourir. Voilà, je me mets à sa place, j'aimerais bien que quelqu'un soit là pour arrêter le suspect. C'était Sofiane, donc parmi un des héros, parce qu'il y en a eu plusieurs évidemment, qui ont aidé à intercepter cet homme, donc effectivement, qui a priori, et d'après les premières constatations de la garde à vue, serait atteint de psychotique. Enfin, il a des gros soucis a priori. On ne parle pas. Et vous l'avez signalé tous les deux, on ne parle pas de ces véritables héros. Et ce sont justement ces mêmes gens issus de ces quartiers populaires, parce que ça en est un visiblement là où ça s'est passé, qui ont justement évité qu'il y ait un drame supplémentaire. Il y a malheureusement dans cette affaire un mort, un jeune homme de 19 ans qui est décédé. Voilà.
là, ces héros-là, c'est eux dont il faut parler. Est-ce qu'il faut parler du problème migratoire? Parce que des faits divers, il y en a tous les jours. D'ailleurs, j'aimerais rappeler, on en parlera demain et tout au long de cette semaine, 100e féminicide ce week-end, des femmes battues par leurs compagnons. Il y en a 100 qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons depuis le début de cette année. Et là, ce sont pas franchement des problèmes de migratoire en l'occurrence. Voilà. Là, c'est pas des Afghans. Non, c'est pas des Les Afghans. compagnons de ces femmes-là. Non, c'est pas des Afghans. Il n'y a pas de problème alors. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que là, il y a 100 morts quand même. Est-ce qu'ils ont dit Allahu Akbar en frappant leurs femmes? Ils n'ont pas dit Allahu Akbar. Enfin, je pense pas en tout cas. Ça s'arrête là. Mais moi, j'ai envie de rappeler une chose quand même, c'est important. À mon sens, pour le coup, c'est le malheureux Timothy, c'est comme ça que ça s'appelait. Oui, il s'appelait Timothy, oui. 19 ans, qui avait rien demandé à personne, qui se prend un coup de couteau alors qu'il partait faire une petite fiesta avec des amis. Il faut toujours avoir une pensée pour ce malheureux, pour sa famille, parce que de toute façon, un mort est toujours un mort de trop. Et là où je veux aussi rendre hommage au héros, pour le coup, qui a parlé Sofiane, il a quand même dit une chose qui est caractéristique d'un véritable héros. Il a dit: je peux mettre ma vie en danger pour sauver 10 vies. Ça a du sens. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous pensez aussi que les médias sont un peu le porte-parole de cette droite et surtout de cette extrême droite. 01 40 33 9000, on ne change pas le numéro de téléphone qui gagne et qui vous permet d'obtenir la radio et de pouvoir échanger, converser avec nous au 01 40 33 9000. Vous êtes, et c'est sans appel, 89% sur Facebook, sur France Maghreb 2 pour voter, à le penser, oui, que les médias sont les porte-parole de cette droite et extrême droite. Est-ce que les médias, et c'est là ma question, sont à la recherche effectivement du buzz, du sujet qui marche, ou alors est-ce qu'ils ont un projet bien précis? C'est là ma question. Gabal. Le projet des médias n'est pas compliqué. Tout le monde se pose des questions sur la probité ou la qualité ou la déontologie des médias. On va parler des rédacteurs en chef en l'occurrence, parce que les journalistes font ce que le rédac leur demande de faire. Le rédac chef, les éditocrates, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ceux qui font l'opinion et qui sont à la rédaction aussi. Les médias ne sont pas là pour aujourd'hui faire de l'information, ils sont là pour faire de l'information spectacle. On a mélangé le style talk show avec info. Si on donne l'information, je le dis tout le temps, telle qu'elle se présente réellement, c'est très rapidement ennuyeux parce que ça devient des faits divers. Ouais. Si on la présente sous forme de spectacle de peur ou de traumatisme, qu'on voudrait être une sorte de complot à l'international, là ça devient intéressant, ça fait fantasmer les gens et ils vont suivre cette espèce de feuilleton comme ça qui se suit, attentat après attentat, folie après folie, bref. Dans tous les cas de figure, le média est là pour vendre. Il est là pour vendre du papier. Le papier, ça se passe mal. Après, ce papier est en chute libre. Et la télévision, évidemment, vous avez des médias qui commencent à se concurrencer entre eux, comme on voit avec la question de RT qui a débarqué en France et qui a bousculé les chaînes traditionnelles, BFM, ITV, enfin CNews. Aujourd'hui, les médias se battent pour des parts de marché. Ils savent que ça fonctionne et que l'actualité spectacle fonctionne. Donc, ils ont besoin de ça. Ouais. Ossine, un petit commentaire. Depuis Charlie Hebdo, et on a vu les retombées économiques et en termes d'audimat que toutes les chaînes ont eu. Faut pas oublier les non-stop des deux chaînes de médias en continu, d'infos en continu, qui n'ont pas hésité à couper leur publicité totalement pendant plus de 24 heures, 48 heures pour passer en boucle ce qui se passait à Charlie Hebdo, à Hypercacher, etc. On a vu les retombées par la suite, qu'elles soient économiques. Ils ont récupéré les sommes qu'ils ont perdues en ne passant pas des pubs. Ils ont augmenté le tarif des pubs, ils en ont eu plus. Ils ont eu un pic d'audimat mais phénoménal pendant des semaines et des semaines. On a oublié tout le cinéma. Avant, on aimait la fiction. Depuis Charlie Hebdo, Hypercacher, on avait que besoin d'aller allumer BFM et télé pour être devant une fiction, devant un téléfilm qu'on va au cinéma pour voir. Donc bien sûr, pour moi c'est un fonds de commerce, un véritable fonds de commerce pour eux. Ils l'ont compris, c'est un des plus gros fonds de commerce, c'est la peur. D'ailleurs, j'allais dire un truc vraiment pour frapper les esprits. On a inventé la télé-réalité en 1999. Je me trompe pas, dans ces eaux-là en France, c'est arrivé en 99. La télé-réalité, la Real TV comme on l'appelle, était une télévision poubelle destinée à avoir le plus large public à moindre coût. Ça coûte pas cher de faire de la télé-réalité. C'est pas le prix d'un film ou d'un programme qu'on doit organiser, structurer des décors. Et pour ce qui concerne aujourd'hui la formation, la news, en l'occurrence, plus c'est spectaculaire, plus ça rapporte et ça ne coûte rien à la fabrication. Vous allez envoyer un journaliste avec un micro de 3 caméras et puis un éclairage plus ou moins faible et ça fonctionne. À partir du moment où le spectacle est regardé, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on est arrivé à de la faux réalité. Tu nous parlais tout à l'heure de cinéma, mon cher Ossine, et de cinéma, on va en parler tout à l'heure avec notre invité Mourad Kassa, qui viendra nous présenter le film Wrestling Jérusalem. Il est également militant des droits humains, mais aussi réalisateur de documentaires et de fiction. Notre invité dans le LGF tout à l'heure, à suivre évidemment pour nous présenter ce film qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas d'ailleurs, Gamal. Il va sortir le 10. Voilà, vous écoutez dans une salle à Paris, en version originale.
En anglais? Oui, en anglais. Voilà, oui, pour les anglophones. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec évidemment vos appels 01 40 33 9000. Dans le zapping à suivre aussi. Tiens, j'ai du Michel Sardou. Alors il est aigri comme jamais aujourd'hui. Il est passé sur RTL très vénère. Et le pardon, c'était l'événement du week-end de Yann Moix chez Ruquier. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, ça s'appelle, c'est sur France Maghreb 2, évidemment, tous les jours, 16h-18h, en ce lundi de rentrée. Lundi 2 septembre, ça vous rappelle des souvenirs, les gars, hein, la rentrée scolaire, non? Enfin, gamin, c'est très loin. Vieux. Ah, c'est très loin, gamin. La dernière fois que je squattais la fac, ça remonte à très loin. Ah, pour moi, c'est pas si loin que ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que je disais pour Gamal surtout. Ouais, je commence à me faire vieux. Ouais, voilà, c'est vrai. Et ça nous rappelle des souvenirs, quoi, avec le cartable, les nouveaux élèves, enfin, les nouvelles classes, les nouveaux profs, tout ça. Bon. Le mec gros sadique. Ah, moi, j'y allais avec mes petites gabardines grises, comme ça, devant les premiers séchages de cours. Ouais, ah ouais, ça a été rapide, ça? Moi, à partir de la 3e, on va dire. Ah ouais. À partir de la 3e, quand même, au début. T'es courageux, toi. D'ailleurs, tiens, de quel œil tu vois la nouvelle réforme du bac? De l'œil droit. Oui. il est bon. Aussi. Non, mais on va supprimer les filières. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, si c'est pour mieux se faire, c'est bien. Si c'est bien réfléchi, etc., en concertation avec beaucoup d'élèves, à la base de retour d'élèves, avec concertation avec les professeurs, c'est top. Maintenant, si c'est fait de leur côté, entre administratifs et autres costumes. Tu demandes à voir, quoi. Mais c'est un effet de style que t'es en train de faire quand tu dis ici. Parce que l'ère Macron, c'est pas si je fais, vous vous taisez depuis le début. C'est ce que je me dis, mais on peut être toujours surpris. Ah pour l'instant, il ne surprend pas du tout. Peut-être qu'il va faire un genre de grand débat dans les lycées, ce serait une bonne idée, moi je trouve. Ouais, on ne demande pas assez l'avis des personnes concernées. Si, il va demander aux profs qui vont dire non comme d'habitude. En tout cas, le seul truc que je trouve bien, moi, dans cette nouvelle réforme, c'est l'obligation, la scolarité obligatoire dès l'âge de 3 ans. Je trouve que c'est bien. Ouais, ça c'est une bonne chose. Il y a trop de parents qui ont quand même délaissé un petit peu. Et à Internet, je pense qu'on apprend des choses quand même. Mais encore là, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai vu plein de posts passer par rapport à plein de personnes, connues ou non connues, où ils citent justement la communauté musulmane par rapport à ça. Oui, c'est toujours les mêmes. Franchement, je vois pas le lien du tout. Bah non. Oui. Je vois pas le lien, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est Blanquer qu'on a parlé, le ministre. C'est Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a effectivement mis ça sur la table. Tiens, juste entre parenthèses, avant de rappeler la question du jour à propos de ce qui s'est passé à Villeurbanne, ce fait divers qui a fait un mort et plusieurs blessés. D'ailleurs, il y a des blessés qui sont quand même encore en urgence absolue. Est-ce que et d'ailleurs la prise d'opposition de la droite et de l'extrême droite, la question que l'on vous pose, est-ce que les médias sont le porte-parole de cette droite et extrême droite? Vous nous répondez à cette question en nous appelant en 01 40 33 9000 ou sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Hier, il y a eu une petite opération des féministes qui sont venus se baigner dans une piscine à Paris en burkini. Ils ont été d'ailleurs invités à partir après 30 minutes. Opération réussie visiblement. Pour qu'on en parle encore aujourd'hui, la piscine a été fermée d'ailleurs juste après. Ossine, ton avis sur ces femmes qui veulent dénoncer le fait qu'elles veulent, en tout cas, qu'elles puissent avoir la possibilité de se baigner en burkini dans les piscines? Moi, personnellement, après c'est mon avis, et je vise personne là-dedans. J'ai pas vu la question, je vais juste y réfléchir. Je peux comprendre que ça puisse choquer dans des piscines municipales, etc. Mais on n'a pas, nous non plus, à rentrer dans une certaine provocation. Je trouve que les piscines, elles doivent être ouvertes à tout le monde d'un autre côté. Donc, je suis un peu mitigé sur cet avis, mais je peux comprendre que ça crée la polémique. En ce moment, on n'en a pas forcément besoin. Je suis plus pour des créations de créneaux nous, on a les moyens aujourd'hui de créer notre propre économie. On l'a vu depuis longtemps. Arrêtons d'aller créer la polémique à gauche à droite. On comprend que ça peut choquer du monde, pas le fait des burkinis, mais avec toutes les affaires qu'il y a eu autour depuis un moment, on a besoin d'un peu de pause. Moi, je reviens d'Algérie où le burkini il est super libre, où ils se vont partout et où ils cartonnent. Nous, ça nous gêne pas parce que culturellement, on y est habitué et que voilà, on fait chacun notre vie. En France, on connaît la mentalité globale, si je veux généraliser un petit peu. Même des personnes de la communauté maghrébine ou même musulmanes, même pratiquantes, parfois ils vont être choqués, ils auront des commentaires plutôt négatifs à ce sujet. Bon, après, je suis pas fermé, au contraire, je veux que tout le monde soit libre de s'habiller comme il veut n'importe où. Les règles d'hygiène, on a vu qu'ils sont très respectées avec les burkinis. Donc je suis un peu mitigé. Je suis pour l'ouverture aux piscines à tout le monde, mais en même temps je suis contre la création de nouvelles polémiques encore, à les provoquer, tout ça. Donc 5 femmes qui ont fait cette opération hier, Gamal.
Je trouve ça ridicule, ça n'a aucun intérêt. Là, franchement, je vais être très clair. Autant la liberté de se baigner comme on veut, ça me paraît logique, mais là, c'est des opérations pour essayer de montrer qu'on existe. La réalité qui se pose aujourd'hui à nous, c'est que Macron a annulé quasiment toutes les questions des problématiques liées à l'islam politique ou l'islam identitaire. Et là, quand on revient là-dessus, c'est une provocation inutile dans la mesure où, effectivement, il faudra envisager de négocier pour avoir des horaires dédiés, tout simplement. Des piscines pour femmes, ce serait l'idéal, pourquoi pas. Femmes en général, exactement. Voilà, mais sortir, pour moi, c'est de la rigolade parce que ça mène nulle part. Ils ont fermé la piscine et ça va multiplier les piscines qui vont être fermées. Ils vont finir par nous pondre une loi pour interdire. Donc, faut pas, la méthode est pas bonne. Mais par contre, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, tu as dit, des féministes sont venus à la piscine. Oui. Voilà, donc il faut préciser féministes musulmanes qui ont revendiqué le droit de se baigner. Voilà, parce que c'est important de le rappeler. Oui, ça avait fait beaucoup de bruit à Grenoble, vous vous rappelez. Oui, je me rappelle bien, mais il faut le préciser parce que ceux qui ne sont pas forcément au fait de c'est pour ça que je l'ai précisé. Voilà. Patrick est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, moi c'est pour intervenir sur ce qui s'est passé à Villeurbanne. Oui. Je suis très déçu du gouvernement français qui agit de la sorte. Un monsieur qui s'attaque à 10 personnes et il n'y a personne qui puisse lui tirer dessus, comme on fait à Israël ou dans les autres pays, ou qu'on puisse se défendre comme aux États-Unis et tout, c'est une honte pour cette France, que je suis dégoûté de mon pays. Je crache même sur ce président français qui n'a rien fait. Il arme le pouvoir devrait pouvoir s'armer et se défendre. Demain, on fait ça devant votre Patrick, Gamal, je te laisse. Je te laisse lui répondre, Gamal. Je te laisse t'en charger. Butez-les tous. Bon, ok, super. C'est bien, super. Ouais. Donc, c'est bien de parler d'une... C'est un auditeur d'une autre radio qui s'est perdu, à mon avis. Oui, il faut croire. Donc, faut être très clair sur un point. D'abord, prendre comme modèle Israël, ça me fait bien rigoler. On va résultat les courses sur l'année. Ensuite, ça se saurait si l'usage des armes intempestives, et il aurait dû prendre le modèle américain, peut-être, était une possibilité de résoudre les problèmes. Il y a la peine de mort aux États-Unis, ça n'empêche pas la délinquance, ça n'empêche pas les meurtres, ça n'empêche pas ces problèmes-là. Et les tueries qui se multiplient, hein. Et les tueries qui se multiplient. Pas plus tard que ce week-end, d'ailleurs. Le même jour que Villeurbanne. Absolument. C'est pas en tapant plus fort qu'on obtient les meilleurs résultats, c'est faux. Ensuite, de faire un appel à ce qu'un gouvernement utilise des armes à feu pour tirer sur tout le monde. Déjà, quand ils n'ont pas le droit de le faire, il y a beaucoup de bavures. J'imagine même pas ce qui se passerait s'ils avaient l'autorisation. Mais là, il a carrément demandé, elle a proposé d'armer le peuple. tous. Oui, c'est un malade mental. Mais moi, je dis malade mental. Il faut arrêter de délirer. Et dire qu'il existe des gens comme lui. Et si lui, il est devant un pistolet qui se fait tirer dessus, il dira quoi? C'est ridicule. Ouais. Provocation ridicule. 01 40 33 9000, si vous avez des trucs intelligents à dire, n'hésitez pas. On est preneur, hein. Pour le reste, il y a des autres radios pour ça. On vous les donne tranquillement, les auditeurs perdus un petit peu. Il y a F2 souche, ça l'intéresse. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous rejoindre, c'est le numéro de téléphone sur France Maghreb 2 tous les jours et encore plus que jamais à votre disposition. On recevra dans quelques minutes pour parler cinéma Mourad Kassa qui viendra de présenter le film Wrestling Jérusalem, également militant des droits humains mais aussi réalisateur de documentaires et de fiction. Notre invité tout à l'heure pour nous parler de ce film qui sortira et qui sera projeté à Paris dans un cinéma. C'est vrai que quand on parle Palestine, faut pas s'attendre à être dans tous les cinémas de France, ça c'est clair. Pour l'heure, messieurs, un petit tour du côté du zapping avec du lourd aujourd'hui. Yann Moix, Michel Sardou entre autres. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étal. Alors pour commencer ce zapping, messieurs, la France donneuse de leçons sur la question amazonienne envers le président brésilien, mais la France est-elle le bon élève en la matière? Il faut faire un petit tour sur CNews pour bien s'en convaincre. Écoutez. Vous serez sans doute surpris d'apprendre dans le Canard enchaîné ce que la France s'apprête à faire. La France qui, comme vous le savez, donne des leçons au président brésilien Bolsonaro à propos de la déforestation catastrophique de l'Amazonie. Et on a raison de protester contre cette déforestation. Sauf que le problème, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Comment ça, lors d'un discret déplacement au Kazakhstan, je cite le Canard enchaîné, notre ministre de l'économie Bruno Le Maire a obtenu du Kazakhstan la destruction de 382 hectares d'une forêt protégée. En effet, il y a en dessous de cette forêt de l'uranium. Tout s'explique, messieurs. Voilà, la France de notre leçon. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Gamal. Bah, c'est pas compliqué, je le dis et le répète. Bolsonaro est d'extrême droite, donc il est dans un rôle d'extrême droite, à savoir respecter uniquement ses intérêts financiers. Et la France, malheureusement, ne fait pas aussi exception en la matière. Elle respecte que des intérêts. Ça, on peut donner des leçons sur les autres, et puis chez soi, on se fait plaisir. On peut détruire des forêts, on peut contaminer des rivières, ça ne pose aucun problème. Rien n'est fait, mais vraiment rien n'est fait aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait une dépollution. On parle pas de réduction des gaz à effet de serre, ils n'en sont pas là puisqu'ils négocient pour pouvoir continuer à polluer.
Donc le jour où il y aura un gouvernement sérieux qui dira je vais travailler, créer l'emploi et travailler pour dépolluer, on discutera. En tout cas, force est de constater aussi que la France qui aime bien donner des leçons, quand il s'agit de récupérer de l'uranium ou quoi aux caisses, on oublie les forêts, on oublie l'écologie, on oublie tout ça. Hein. Exactement, ouais, le bois, la sève aussi, tout ça, les ça produits part. pharmaceutiques. Allez. Ah ouais, non, mais à la poubelle. Les donneurs de leçons, ils sont forts. Après, il en faut bien quand même pour freiner Bolsonaro. Moi, ce qui me chagrine encore un peu, c'est qu'à l'époque de son élection, il n'y avait personne pour le critiquer. En tout cas, dans les médias français, on a peu entendu parler. Nous-mêmes, en tant que citoyens, on parlait plus de Bolsonaro. On avait plus peur de son élection que les médias. Ouais. C'est pas par les médias qu'on avait appris qu'il y avait justement ces fameuses élections. Il y a aussi un ministre à Bolsonaro aussi qui est beaucoup dans l'Amazonie, c'est un grand patron de beaucoup d'entreprises et qui a investi beaucoup qui a ouvert justement depuis l'élection de Bolsonaro les viviers il a donné plein d'entrées pour aller déboiser l'Amazonie depuis un moment, même en dehors des incendies. Il y avait déjà un autre risque qui existait, et là aussi personne râlait parce qu'au final ça partait dans les grandes entreprises qui vendaient en France entre autres et d'autres pays. Donc ouais, c'est super hypocrite, mais il en faut. Et il en faut, effectivement. C'était la rentrée pour Laurent Ruquier et son équipe pour On n'est pas couché sur France 2 samedi soir. Parmi les invités, Yann Moix qui est venu faire son mea culpa et demander pardon à la communauté juive. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. À chaque fois que j'ai défendu Israël dans cette émission, et Dieu sait si on me l'a reproché, quand j'ai mis une kippa en face de monsieur le Premier ministre Manuel Valls, je rentrais chez moi la peur au ventre, parce que je pensais et je me doutais que les milieux d'extrême droite allaient sortir ces bandes dessinées. Et bien malgré cette trouille au ventre, j'ai continué à défendre Israël. Je ne dis pas ça pour être un héros. Je vous dis que je veux bien qu'on parle de mes bandes dessinées, je les assume, mais j'étais une ordure, mais j'ai aussi essayé, pendant 20 ans, de me battre pour la tolérance et contre l'antisémitisme. Voilà, Yann Moix qui a fait sa rentrée, ça fait rigoler Gamal. Là, je suis mort, moi aussi. Je suis mort. D'ailleurs, il a interrompu sa promo de son livre, on l'a appris ce matin, et son frère a demandé un droit de réponse parce qu'il a aussi accusé son frère, et surtout ses parents. Il a dit que ses parents mériteraient d'être en prison. Mais là, il y a un petit lapsus révélateur quand même qu'il vient de citer dans cette interview, dans cette petite phrase. Il a expliqué que pendant 20 ans, lorsqu'il défendait Israël ou qu'il mettait une kippa, il rentrait chez lui la boule au ventre. Pas qu'on l'agresse, mais qu'on lui ressorte ses dessins. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, pour moi, personnellement, il vient de se trahir. Il a parlé autant d'Israël, il a donné tout son amour à Israël en plein média pour couvrir sa peau en attendant que les dessins sortent. Pour moi, il n'y a pas à dire. Et le fait qu'on l'invite encore et qu'on le booste encore et qu'on en parle dans tous les médias, franchement, c'est inadmissible. Mais c'est clairement inadmissible. Bon, je te rassure tout de suite. Il y a Grasset qui vient d'annoncer par le truchement de sa maison d'édition, donc, qu'il ne mettra plus les pieds dans les médias et qu'il fera plus la promotion du livre. Oui. Parce que c'est le bateau coule. Je lui souhaite de s'en sortir sur un plan humain. Le bateau coule, mais à une vitesse comme jamais on l'imaginait. C'est-à-dire que il a joué les malins à l'époque. Il avait une grande gueule, clairement. Il en faisait des tonnes et des tonnes sur Israël. On s'imagine bien qu'il avait quelque chose à cacher. Aujourd'hui, tu fais bien de le rappeler, quand il dit, il rentrait chez lui à peur au ventre parce qu'on allait sortir le dossier. C'est même pas parce que il avait un amour illimité et exagéré pour Israël. C'est uniquement parce qu'effectivement, il avait des gros dossiers. Et moi, je tiens à rappeler tout de même, parce que j'aime pas l'hypocrisie ambiante. C'était quand même un copain d'Alain Soral. Tout le monde l'a oublié, ça fait bien rigoler. C'était quand même un copain d'un vrai négationniste, Paul-Émile Blanc-Rue, je le cite parce qu'on a eu l'occasion de recevoir un de ses copains ici, Salim Laibi, qui donnait le micro à Robert Forisson et qui faisait un grand hommage de 2 heures dans une émission qu'il organisait pour laquelle il était condamné. C'était quand même quelqu'un qui était copain avec des milieux d'extrême droite, et je suis désolé, ces explications qu'il a données, je les ai lues et je les ai entendues à France Culture par exemple, qui consiste à dire cet homme de 21 ans, je rappelle quand même qu'il a fait Subdeco, c'est pas un débile mental qui nous parle, cet homme de 21 ans, ça n'est pas moi, c'était un salaud. C'est-à-dire que maintenant c'est une sorte de schizophrénie, le mec sait plus qui il est, je suis lui, je suis l'autre, il a deux personnalités. Non, c'est vraiment un type d'extrême droite, c'est vraiment le truc bien crasseux qui reste dans une vieille France qu'on a connue, qui est puissamment antisémite. Il n'assume pas son antisémitisme, il a intérêt à se taire. Encore une fois, il n'est ni afghan, ni musulman, ni habitant d'un quartier populaire. Mais oui, c'est l'antisémitisme traditionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai que si on avait retrouvé des dessins antisémites de Gamal Abina ou de Hossein Ras... Mais attends, pourquoi tu vas trop loin dans le sac à dos d'un gamin de collège ou n'importe où. Est-ce qu'on pourrait se rappeler de la petite... comment elle s'appelle, Islam
Non, comment s'appelle la chanteuse de... Ménel. Voilà, oui, Ménel. Qui a payé pour des messages à l'ancienne. Attends, il y a 3 ans. Voilà, exactement, où elle était adolescente. Pas antisémite. Et ni antisémite ni rien, juste elle donnait son amour, elle défendait l'État de Palestine, elle attaquait les Israéliens par rapport à la politique. À la politique et ce qu'ils faisaient aux Palestiniens. Ouais. On l'a pas lâché. Pourtant, son cœur de métier, c'est le chant, et elle chantait bien. Elle chantait très bien. Et puis, je tiens à rappeler une chose. Elle est partie aux États-Unis, il a déconné sur son sujet. Donc elle est partie s'installer aux États-Unis, c'est-à-dire que même aujourd'hui, les grands talents, dès qu'on n'est pas d'accord avec leur position, ils se barrent, quoi. Ils se barrent de ce pays. Mais moi, je tiens à rappeler une chose importante, très très importante. Il faut que ce soit catégorique, parce qu'on va parler tout à l'heure des questions palestiniennes avec le film. Il faut être clair. L'antisémitisme, c'est une tradition, une vieille tradition chrétienne, catholique, pas le reste des chrétiens, mais uniquement catholique, qui reproche aux Juifs le déicide, d'avoir tué, donc par rapport à l'affaire de Jésus, que Judas ait vendu Jésus et ça a conduit à sa mort. Et donc le problème, c'est que cet antisémitisme, il a toujours été présent. Il a commencé en Andalousie de façon très virulente, il s'est propagé après en Russie, après il s'est propagé évidemment en Allemagne, on l'a vu avec son apogée dans les années 40. Mais ce qui se passe, c'est que l'antisémitisme n'est pas l'antisionisme. Alors, c'est ce monsieur-là, Yann, comment il s'appelait? Yann Moix, j'ai fait exprès d'oublier son nom, évidemment. Yann Moix s'autorisait à mélanger les genres, l'antisémitisme, l'antisionisme. Et ces gens d'extrême droite qui mélangent les genres n'ont aucune légitimité à parler de Palestine, et je leur retire cette légitimité. Ce sont des racistes qui veulent satisfaire leur haine du juif, alors que la cause palestinienne est une cause noble, qui est une cause d'égalité, qui est une cause de justice et pas d'injustice. L'antisémitisme est une injustice qu'on ne doit pas reproduire. Très bien, bon c'est dit. Alors juste tiens, un petit tour par RTL ce matin. Il était l'invité de cette radio. Le chanteur Michel Sardou était vraiment de très mauvaise humeur. Écoutez, ce matin, oui, il n'était pas content. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée, où on peut pas dire Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70, 80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait... le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Qu'est-ce que je vous dis? Vous regardez la télé, ce ne sont que des débats. Alors, qu'est-ce que va dire le président de la République? 8 émissions. Une fois qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? On répète ce qu'il vient de dire. Ça vous a pas frappé, ça? Si, ça me frappe, oui. Ça, c'est terrible, ça. Ils nous prennent pour des cons, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, c'est aucun malaise, c'était bien. Il vous a pas échappé qu'on avait quand même des dizaines et des milliers de morts sur nos routes. Oui, d'accord, mais il y a toujours eu des morts sur les routes. Il y a des mecs... ça, c'est votre côté ronchon. Alors, mais pas du tout, mais pas du tout. Écoutez, ce qui me tue, moi, c'est qu'un homme de 90 ans ait encore son permis de conduire. Voilà. Moi, à 90 ans, je n'aurais pas, si je vais jusque-là, je prendrai plus ma voiture. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas les réflexes, ils sont fatigués, parce qu'ils voient mal, parce que c'est normal. Mais je veux dire, d'un seul coup, mettre 130 km à l'heure, vous tuez aussi bien à 50, hein. Ils peuvent le mettre à 25 s'ils veulent sur les autoroutes, il y aura quand même des morts. Il y a des gens qui prennent les autoroutes en sens inverse. Je vois un avantage quand même, c'est que ça alimente bien votre mauvaise humeur. Non, c'est pas ça. Regardez Paris, par exemple. Oui. Les chaussées qui rétrécissent. Vous croyez que ça va garantir la sécurité routière? J'ai failli écraser 3 trottinettes, moi. Parce que j'ai pas l'habitude, je les avais pas vues dans Paris. Vous avez la chance, moi j'ai failli être écrasé par 3 trottinettes. Donc oui, aussi, on peut. Non, mais je veux dire, la vie est moins souple, moins détendue que dans les années 80, que tout ça. Bon, voilà. Le téléphone portable, je hais ça. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Je déteste ça. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde, ça va. Voilà. Moi je pense que ça nous... La seule politique que je pratique, c'est que je fais partie du parti animaliste. Voilà, je défends les petites bêtes. Michel Sardou, à partir du 12 septembre, vous êtes au théâtre de la Michaudière à Paris. Il se présente aux élections de la présidence du parti animaliste. Parfait. Il vient de lancer sa campagne.
On avait l'impression qu'il était complètement bourré. La partie animaliste, il est mal barré. Hein. C'est pas, il c'est a pas bien une démarré impression. le pauvre. Non mais c'était sur une grande radio ce matin quand même. Michel Sardou quoi. Bah moi je vais faire un jeu de mots pourri si ça vous dérange pas. Michel Sardou, je suis pas sûr. Michel Sardure, c'est sûr. Parce que franchement, ce mec-là, il dure trop longtemps. On se rappelle du temps des colonies. On se rappelle de ses accointances avec la droite, voire l'extrême droite. On se rappelle que le discours qu'il développe aujourd'hui, c'est vraiment le discours, je suis désolé du terme, du vieux con. C'est-à-dire le mec qui est content de rien, qui aime pas la modernité, qui aime pas sa France blanche, puisque c'est ça son problème, et qui a vraiment des vrais, c'est un vrai démagogue d'un côté, et en même temps, c'est un vrai, comment on peut l'appeler, on va dire. Il a démarré l'apéro assez tôt, hein, j'ai l'impression. Mais au-delà de ça, c'est un type qui a toujours, depuis 70, hein, il aime bien cette époque-là. Ouais. Il a toujours eu des positions extrêmement tendues. Il était pour la peine de mort aussi, n'oublions jamais ça. C'est un type qui est vraiment, je sais même pas pourquoi les chanteurs tellement il est haineux, tellement c'est incroyable, quoi. Bon, d'accord. Bon, Michel Sardou, c'est pas ton époque aussi, donc. Mais si, mon père, il aimait bien. Ah oui. Mon père l'aimait bien. Les gens de votre âge et tout ça, ils aiment bien aussi. Ouais, c'est clair. Non, l'âge de gamin, là, pas du mien. Ouais, non, je pense que voilà, c'est une frustration d'une personne peut-être un peu il est aigri, âgée, quoi. aigri. Exactement, ouais. Michel. Ils sont une thérapie s'impose. Parce que je pense que ses amis, ils sont un peu tous décédés aussi déjà. D'ailleurs, je croyais qu'ils l'étaient. C'est pas une blague. Arrête aussi, là. C'est pas une blague. Je pensais vraiment, Christophe, que Michel Sardou n'était plus. Tu sais qui il est, oui, je sais qui il est. C'est un chanteur au départ. Du Connemara. Voilà. Une chanson de beauf. Entre autres. Ouais, non, il était bon comme chanteur. Non, c'était bien. Ça dépend des La chansons. maladie d'amour, c'était beau. Oui, voilà. Quand tu parlais d'amour, ça allait. Mais alors le reste. Ouais. Moi, je me rappelle les colonies, c'est tout. Et vous vous souvenez de sa mère, Jackie? Oui, Jackie Sardou, ouais. Elle aimait bien. Il lui ressemble méchamment maintenant, d'ailleurs. Elle aimait bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, Michel, faut faire quelque chose, hein. Sinon, tu vieillis très mal, là. Non, elle est vraiment, non, ça, elle est vraiment décédée, oui, elle est décédée. Moi, je préfère Michel Fugain à choisir entre deux. Ah oui, bien sûr. Ou Delpech? Ou Delpech, ou tous les Michel de l'époque, sauf Boujna. Non, pas Boujna, pardon. Non, je me suis trompé. Pas assez de talent. Super Michel Nana, là. Platini. Non, Michel, le chanteur, là, qui chantait Super Nana. Ah oui, c'est Michel Jonas. Jonas, merci. Ouais, c'est les bons Michel Jazz. C'est les Michel Classe, ouais. C'est les Michel Classe, voilà. Bon, allez, sans aucune transition. Des habitations sans toit, des voitures renversées, des arbres arrachés. C'est ce qu'a laissé sur son passage Dorian, l'ouragan qui s'est abattu hier sur les Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, messieurs dames. Alors, malgré un tel déchaînement des éléments, aucune victime n'est à déplorer. Ça, c'est quand même incroyable à l'heure actuelle. Le ministre bahaméen Hubert Minnis n'avait jamais vécu un tel phénomène climatique sur son île. Hier soir, il s'est adressé à ses concitoyens. Je vous propose d'écouter. This is probably the most saddened and worst day of my life too. C'est probablement le jour le plus triste de ma vie alors que je m'adresse aux Bahaméens. En tant que médecin, j'ai appris à affronter beaucoup de choses, mais jamais pareil phénomène. Nous sommes face à un ouragan comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas. Beaucoup de citoyens avaient décidé de rester chez eux et dans la ville de West End, certaines personnes refusent toujours de partir. Je ne peux que leur dire ceci, j'espère sincèrement que ce n'est pas la dernière fois qu'ils entendent ma voix, que Dieu les protège. Toute la zone autour de la ville de Marsh Harbor, sur les îles Abaco, est déjà sous l'eau. Dans certains quartiers, on ne sait plus où la route se termine et où l'océan commence, alors que cette zone n'a même pas encore été touchée par le cœur de l'ouragan. Incroyable en tout cas ces images, la déclaration du Premier ministre bahaméen hier soir et annonce à l'instant la Croix-Rouge qui indique que 13 000 maisons ont été endommagées ou détruites après le passage donc de cet ouragan. Messieurs, vous avez vu les images, elles sont terribles. J'espère que les banques n'ont pas été touchées, ça n'a pas des fiscales. Ah, ça je ne sais pas. Je fais l'ironie. Gamal, mais voilà. C'est terrible. Ouais, c'est clair. C'est terrible. Voilà pour ce zapping. En tout cas, dans un instant, on va recevoir notre invité. On va parler évidemment de cinéma et de la Palestine. Mais juste avant cela, quelques infos zappées évidemment, comme le veut la tradition dans cette émission, messieurs, dames. Infos zappées que vous allez peut-être aussi commenter, Gamal et Ossine, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. En vous rappelant quand même la question du jour à propos de ce fait divers qui s'est déroulé à Villeurbanne. Proche d'un métro d'ailleurs et à l'entrée d'un quartier dit populaire.
Et l'assaillant d'ailleurs a été mobilisé par des habitants de ce quartier, notamment des chauffeurs de bus. On a écouté tout à l'heure Sofiane, mais il y a eu beaucoup d'autres témoins qui ont aidé la police à interpeller cet individu. Et donc la droite et l'extrême droite dénoncent un problème migratoire suite à ce qui s'est passé à Villeurbanne. Est-ce que les médias sont-ils les porte-parole de cette droite et de cette extrême droite qui se propage dans les médias? Vous répondez oui à 85% sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez de voter évidemment. Tout comme Twitter, le grand forum FM2 ou en nous appelant 01 40 33 9000. Alors dans les infos zappées, messieurs, Hong Kong. Après un week-end de violence, des appels à la grève générale lancés pour ce lundi 2 septembre. Ce matin déjà, les militants pro-démocratie ont réussi à perturber les transports et des élèves du secondaire ont formé des chaînes humaines devant certains lycées. Pendant ce temps-là, Pékin affiche un soutien indéfectible au gouvernement de Karilan et a multiplié des signes d'intimidation avec notamment des manœuvres militaires. Comment vous voyez cette crise à Hong Kong, Gamal et Houssine? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ça chauffe quand même dur là, les gens sont dans la rue, ils manifestent depuis un petit moment maintenant. Oui, moi tu me prends très rapidement, c'est un bis repetita de Tiananmen en 89. C'est pas un hasard que ça arrive au moment où il y a des difficultés entre les États-Unis et la Chine par rapport au commerce, puisqu'ils sont en guerre commerciale. Et surtout, Hong Kong, ça a été rétrocédé à la Chine il y a 20 ans. Et évidemment, ça devait arriver un jour que les Chinois commencent à serrer la vis par rapport au caractère démocratique de cette ville qui, je le rappelle, est sur le territoire chinois. Ouais. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tellement ça, que les Chinois jouent leur va-tout et puis envoient l'armée pour faire peur, c'est une chose. Ce qui me choque le plus, c'est que dans les informations ici, en France, lorsqu'ils font traduire les paroles des Hongkongais, ils disent les Chinois nous envahissent. Ça, je trouve ça très choquant parce que ça sous-tend que Hong Kong n'est pas la Chine. Or, Hong Kong, c'est la Chine continentale. On peut discuter de Taïwan, mais Hong Kong, c'est clairement la Chine continentale qui a été colonisée par l'Angleterre. Donc aujourd'hui, il faut se poser une question. Est-ce qu'il est normal que le reste du monde s'intéresse à ce qui se passe? C'est une affaire intérieure chinoise. Ce n'est pas une question coloniale pour le coup. Ouais. Donc, aussi, Hong Kong, tu t'y intéresses un peu de ce qui se passe là-bas? Comme a dit Gamal, ça s'arrête pas là avec les médias, c'est que très peu d'informations sont données. Oui, c'est vrai. En fait, on cite. Alors, ça dépend des sujets. Oui. Il y a des sujets où on va rentrer un petit peu plus dedans, donner des précisions, expliquer aux personnes jusqu'à comment a été créé le pays, etc. Ils aiment bien faire ça souvent. Ouais. Là, pour la Chine, on donne l'information. On s'arrête là, on passe à autre chose. En vérité, la personne qui est en France, qui voit ça, il prend ça comme une manif, en fait. C'est juste une manif qui est à Hong Kong, on comprend pas c'est quoi le sujet. Ou une invasion. Ou une invasion, à part les mots qui sont utilisés, voilà, on peut mal comprendre. Autre info zappée, et là, pour le coup, rien de neuf sous le soleil, messieurs, dames. À 2 semaines des législatives en Israël, Netanyahou, le Premier ministre israélien sortant, a réaffirmé ce dimanche 1er septembre, la première fois d'ailleurs c'était il y a 5 mois, qu'Israël annexerait toutes les colonies de peuplement juif de la Cisjordanie occupée sans pour autant de donner de calendrier précis, une mesure en totale contradiction avec le droit international, faut-il le rappeler, sachant, si on y rajoute d'ailleurs les petites manœuvres qui ont eu lieu ce week-end entre le Hezbollah et Israël, ça monte d'un cran quand même la tension dans cette région et dans cette partie du monde, Gamal. Alors, le problème d'Israël, là tu viens de souligner, c'est qu'ils sont en totale contradiction avec le droit international. C'est pas la première fois, il y a au moins 90 résolutions de l'ONU qui vont dans ce sens, à savoir qu'ils ne respectent rien. Et le problème, c'est qu'un gouvernement comme celui de Netanyahou, qui flirte avec l'extrême droite, pose la problématique de savoir à quel point ils sont légitimes et pourquoi la population les soutient. Il y a une véritable psychose dans la population israélienne, on va en parler que d'elle, qui a vraiment le sentiment qu'en face il y a des monstres, et je l'ai déjà entendu, c'est pas une plaisanterie, ils croient vraiment que les Palestiniens sont des monstres. Et de l'autre côté, des Palestiniens qui sont en bout de course, et surtout, Netanyahou va prendre sa revanche sur la guerre de 2006 contre le Liban, parce qu'ils ont pris une raclée, 130 morts du côté israélien officiel, une centaine de chars Merkava qui a été détruit, des bateaux qui ont été détruits, bref, un quart des forces israéliennes étaient engagées et a été liquidé. Donc, ils veulent prendre sa revanche, mais ils ont peur, parce qu'en face, le Hezbollah, il est coutumier d'une chose, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Et ça fait vraiment peur. Ouais. Et c'est en cela qu'on a 2 problèmes qui se posent. Le premier, c'est la négation des droits des Palestiniens qui ne fait qu'augmenter mois après mois, année après année, avec la colonisation rampante de tous les territoires qu'ils occupent aujourd'hui. Ouais. Et le second problème, c'est la confrontation Israël-Liban, avec en sous-jacent le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran. Donc tout cela est un véritable imbroglio qui, si jamais ça devait se déclencher soit par le Hezbollah, soit par l'Iran, créerait une boule de feu dans la région qui ne sera absolument pas prêt de s'arrêter, parce que l'Iran, il faut le rappeler, est un pays moderne et industrialisé qui possède des satellites. Donc ils savent où taper. Donc si jamais ça doit arriver, ça va être une catastrophe et ça n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, alerte générale en Israël hier, la population était invitée à rejoindre les abris, etc. Et ce matin,
comme si de rien n'était, tout le monde va bien, hop, on reprend le chemin des écoles. On a l'impression quand même que les dirigeants israéliens jouent un peu avec le feu à 2 semaines des législatives finalement. C'est toujours bon à prendre que d'occuper la population avec une petite tension avec le Hezbollah aussi, non? C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que cette peur qui peut maintenir Netanyahou au pouvoir, puisqu'il a été élu sur cette peur-là, sur la création de nouvelles colonies qu'on le reconnaît comme bon point, parce qu'il n'a pas arrêté sans cesse de recréer, de reprendre des terres, de continuer cette colonisation. De ce côté-là, il plaît plutôt au peuple israélien, enfin aux Israéliens, aux électeurs. Le point faible justement, voilà, c'est que pour eux, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y va pas encore assez fort. Ils veulent ces électeurs qui veulent qu'il aille encore plus loin. Ouais. Ils préféraient d'autres personnalités politiques qui ont vu le jour depuis les événements, depuis les attentats israéliens de 2014 sur la communauté palestinienne, sur le territoire palestinien. Donc ils voudraient vraiment ces personnes comme le ministre de la Justice, comme il s'appelle, Kenneth, non? Ouais, je sais son nom, mais... Donc voilà, il y a des personnalités qui sont assez fortes et assez dures, assez mauvais. Ils veulent carrément exterminer le peuple palestinien, ils veulent exterminer, récupérer toutes les terres, dont Gaza et Ramallah, etc. Et ça plaît beaucoup aux électeurs de l'extrême droite et de la droite israélienne. Donc la peur, ouais. Dernière info dans ces impôts zappés, c'est la dernière journée de transfert sur le marché des transferts de football et c'est officiel, messieurs. Neymar reste au PSG. Le feuilleton Neymar est terminé. Je sais pas comment ils vont faire. Ouais. Bon. J'en ai aucune idée, j'y connais rien. Franchement, bon. Austin, t'es content? Il y a une mauvaise entente en ce moment entre Neymar et les supporters, entre Neymar et les coachs et l'équipe technique, entre Neymar et les autres joueurs. Pourquoi le garder en fait? Moi je sais pas, je suis pas à sa place. Et c'est l'entourage du joueur qui a donné cette info ce week-end. Bon, un jeu de mots pourri, j'en ai marre. Ouais, ok. Très pourri, très pourri. Oui, voilà, c'est dire j'y connais rien en foot, donc j'ai que ça à placer. Dans un instant, notre invité il est là, en plateau. Il s'appelle Mourad Kassa. Bonjour Mourad. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. On va parler avec vous d'un film qui va être projeté très prochainement à Paris. Et on va parler de Palestine sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, cher Mourad, amis auditrices, auditeurs, à tout de suite. Le Grand Forum, c'est tous les jours, messieurs dames, de 16h à 18h. Votre rendez-vous incontournable tous les jours sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner Austin Ras et monsieur Gamal Abina qui est avec nous aujourd'hui et notre invité donc monsieur Mourad Kassa. Bonjour Mourad. Bonjour Christophe. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de me recevoir. Tu vas passer au fil sur le grill avec nos amis Gamal Abina et Austin qui vont être gentils. C'est le lundi généralement, ils sont sympas. Tu vois, si tu viens le vendredi, c'est un peu moins cool, mais le lundi ça va, ils sont encore bien, ils sont bien reposés, tout ça. On revient de vacances. Ouais, voilà. En plus, on n'a pas un homme politique en invité. Non. Donc voilà. Beaucoup de donc ça va, tout va bien. Normalement, ça va être cool. Donc, tu es venu nous parler. D'abord, tu es militant des droits humains, mais aussi réalisateur de documentaires. Parmi les documentaires que tu as pu faire dans ta carrière, Mourad, tu peux nous en présenter quelques-uns? J'ai commencé par parler d'un fait divers qui a eu lieu à Paris, à savoir la destruction d'une librairie dans le 17e arrondissement. J'ai trouvé... De Olivier Zemmour? Oui, absolument. Ouais. J'ai trouvé ça tellement scandaleux que je me suis improvisé réalisateur. Je suis pas réalisateur, mais j'ai commencé à documenter des événements bien particuliers. Au travers donc de documentaires que tu as réalisé. Et donc là tu es là pour une question bien précise à propos d'un film. C'est un film, hein? C'est un film, c'est un one man show. Ouais. Ça a été réalisé aux États-Unis par un juif américain. Et bon, il est de Californie. Et il fait une véritable performance, c'est-à-dire que il va incarner 17 personnages différents pendant son spectacle. Ouais. Donc c'est un one man show quoi. C'est un one man show, mais autour d'une question très lourde quand même. Autour d'une question très lourde. Alors en termes de forme, il y va de façon excellente parce que ça se passe très bien, c'est très beau esthétiquement. Et en termes de fond, il y a une grande humanité. Il prend 17 points de vue différents et parfois antagoniques, on peut penser. Et malgré tout, il forme quelque chose de cohérent qui surpasse, qui comprend cette complexité, qui la surpasse. Ouais. Alors le film s'appelle Wrestling Jérusalem. Alors Wrestling. Ouais, Wrestling, c'est la lutte, c'est. Ouais. Voilà. Bande annonce de Wrestling Jérusalem. We gave the land. Show me, where is the peace? Free Palestine.
There is the occupier and there is the occupied. Are we in a war or not? Get away from the window. The soldiers may shoot. They will slaughter us. To answer some questions. It's not fair the way Israel's criticized by the outside world. I'm not for bombing buses. You don't have to lecture me about Gaza. Excuse me, are you Muslim? I don't really know where the hell I am. It's crazy to me. The fact that we are Israelis criticizing our own government, defending Palestinian human rights, that is the best face of Israel. Thank you for coming, Aaron, for seeing how we live. Once there were vessels of light. We are all the same under God. Shalom Aleichem. Allahu Akbar. It's how we heal the world, they say. She says, let me go, for the day has broken. Wrestling Jérusalem, Mourad Koussa est là sur France Magazine 2 pour nous en parler. Alors il sera projeté à Paris prochainement. Oui, c'est ça. On a réservé les 3 Luxembourg. Ouais. Le mardi. C'est souvent là que ça se passe. Hein. Voilà, c'est souvent là. Du coup, on n'a pas dérogé à cette règle. Ça se passe le mardi 10 septembre, donc la semaine prochaine. La projection sera unique. Elle sera à 19h. Ouais. C'est en anglais. C'est en anglais. Ouais. Donc alors, faut être. Il faut être bon. Aussi, tu maîtrises l'anglais, ça va? Ou avec les sous-titrages, oui. Ouais. Sous-titré ou pas, Mourad? Et ben moi la version que j'ai vue elle était pas sous-titrée. Il y a marqué VOST, ouais. Ah ouais. Donc il faut absolument pouvoir un minimum parler un minimum d'anglais quoi. Un minimum, mais au-delà de, vous savez quand on regarde une image, un spectacle, il y a des choses qui passent à travers la compréhension, mais il y a des choses qui se passent par la vue aussi. Il y a l'émotion. Un bon spectacle ne passe pas uniquement par la compréhension du texte. Bien sûr. Gamal, l'anglais ça va, tu gères? Oui, aucun problème. Mais aucun problème. Ouais, mais bon, en règle, ce qu'il veut dire là, c'est une œuvre artistique avant toute chose. C'est un peu de l'art contemporain visuel. Et effectivement, c'est un peu comme une musique anglaise qu'on ne comprend pas. On comprend la sensibilité, on comprend la force des images, on comprend un peu l'idée de une musique qui est triste, par exemple, on la comprend et pas besoin nécessairement de connaître les paroles pour comprendre qu'il y a une tristesse qui est portée dans le message. Quel est le message justement qui est alors, David Mann choisi dans ce film. Aaron sera là la semaine prochaine et c'est des questions qu'il faudrait lui poser à lui. Pour moi, en l'occurrence, je la pose à toi. Ok, alors je vais pas botter en touche, mais sans prétention aucune. Moi, le message alors c'est un patchwork. Donc, à ce titre-là, il y a énormément de messages. Il y en a pas qu'un, mais néanmoins. La fin du film, qui est une véritable réflexion sur la religion, nous conduit vers en tout cas vers un monothéisme et une humanité compassionnelle. Voilà. Et moi si je soutiens ce projet, c'est parce que c'est clair que quelqu'un qui adhère au choc des civilisations n'a pas ce langage, n'a pas ce vocabulaire, n'a pas cette humanité, n'a pas cette réflexion. Là, on a affaire à un homme talentueux, mais en plus de ça, qui a un intérêt pour l'autre et pour sa souffrance. Et moi, à ce titre-là, je me dis, par exemple, il parle de Nakba, ce qui est très difficile pour la plupart de ceux qui sont rigides, quoi, qui tiennent qu'une position qui est la leur, et puis qui vont vous embrouiller avec des considérations politico-religieuses et qui vous clouent le bec. Tandis que là, non, on a affaire à quelqu'un qui prend aussi et surtout la position de l'autre. Oui. Alors, Mourad Koussa avec Osinas et Gamal Abina, le film sera projeté, rappelons-le, le mardi 10 septembre au Cinéma 3 Luxembourg à Paris.
à partir de 19h, voilà, pour ceux qui veulent le voir, évidemment, n'hésitez pas, on réserve dans le réseau habituel, j'ai envie de dire, sur internet, etc. Absolument. Ça a été difficile de trouver justement des salles de projection pour ce film? Non, ça n'a pas été difficile. Alors il sort une seule fois parce que la production a décidé de le projeter une seule fois parce que c'est le lancement de la VOD en Europe. Donc il y a une projection juste avant en Angleterre et juste après en Allemagne. Ouais. Mais après c'est des choix aussi de moyens financiers. Donc là. Ça coûte combien un film comme ça? Je ne sais pas. Ouais. Le problème c'est les distributeurs surtout. Ils étaient. Ils étaient une très très belle équipe. Je veux dire, ils étaient au moins une dizaine autour de Aaron. Maintenant, les moyens c'est pas un blockbuster évidemment, mais je ne sais pas quel est le budget. Alors pour ce qui est de parler de Palestine, et c'est vrai que l'art et le cinéma est un art, est un moyen aussi de pouvoir faire passer des messages. La musique aussi en est un. On utilise souvent cet art justement pour faire passer des messages politiques. Est-ce qu'il y a un message politique dans ce film? Ah bah oui, on est à la frontière entre Est-ce qu'il y a un pris parti, je veux dire? Je ne crois pas. Moi, ce qui me plaît, c'est que Aaron est juif. C'est un juif états-unien. Il est talentueux. Et par contre, il est ouvert. Il est complexe. Il a pas d'œillère. Moi, j'invite les personnes à ne pas avoir d'œillère. Ouais. Aussi, ça donne envie d'aller le voir ou pas? Franchement. Oui, bien sûr. Au moins pour voir la création artistique, même en dehors du travail sur le conflit israélo-palestinien. On est bien d'accord, c'est ce qui nous pousserait le plus à la base à la regarder. Mais le fait que la même personne joue 17 points de vue différents, sous des profils et des personnages différents, c'est quelque chose qui me pousse à aller le voir. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup de curiosité par rapport à ça. Justement, à mon avis, il endosse le rôle d'un pro-israélien et puis aussi d'un pro-palestinien, peut-être d'un simple israélien et d'un simple palestinien sans être pro ou quelque chose. Déjà, ça c'est un grand pas. Et rien que ce côté-là, j'aime bien voir comment c'est joué, les arguments qu'il va apporter, la tournure, la posture qu'il va prendre par rapport au personnage ou l'autre, parce que c'est très difficile d'avoir plusieurs points de vue. Moi qui ai grandi à Sarcelles, on est un peu dans le vif du sujet aussi, puisqu'on vit un petit peu une vie de schizophrène entre amis juifs, mais dès que le conflit il revient sur la table, c'est plus forcément des amis. Parfois on est des frères, des fois on est des ennemis. On a grandi dans un questionnement, un problème identitaire des deux côtés dans la vie. Je t'aime moi non plus, quoi. Et exactement, et c'est ça qui me pousserait vraiment à aller le voir ce film. Oui, allez-y, Mourad. Frère et ennemi, c'est pas forcément antinomique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai envie de dire un truc dans ce genre de film. D'abord, c'est effectivement un réalisateur états-unien, certainement ashkénaze, je suppose. Une chose est certaine, c'est qu'on a tendance à vouloir, parce que le fort est injuste, le faible est juste. C'est souvent le cas, malheureusement. Et le fort a oublié qu'il a été faible à une époque, et ce fort maintenant se comporte pas forcément de la meilleure des façons. Et le fait de faire une performance dans un film artistique, en l'occurrence, 17 interprétations pour le même personnage, ça transcende la seule idée d'un film qui parlerait sur la question israélo-palestinienne, parce que c'est même pas une question c'est pas un film qui est pour, contre. C'est un film qui parle de ces questions-là, de ces problématiques, et qui le fait de l'extérieur. Aujourd'hui, je tiens à noter quand même la schizophrénie, il vient d'en parler, Hossein. On se retrouve deux religions très très proches, je parle de l'islam et du judaïsme, extrêmement proches sur le plan de la pratique, mais c'est impressionnant les points communs qu'on a. Nous avons été séparés parce qu'il y a un conflit européen qui a massacré des juifs et qui les a renvoyés, qui les a déportés littéralement en Palestine pour une idéologie politique. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir justifier de notre positionnement par rapport à la question palestinienne systématiquement. J'ai envie de dire que moi, en tant qu'arabo-musulman, je ne veux pas être renvoyé à ce que l'Arabie peut être, qui est une caricature de religion, et j'espère que les juifs comprennent ça aussi. Ils n'ont pas à être renvoyés systématiquement à Israël, alors que c'est pas leur religion, Israël. Israël, c'est une idéologie. Et effectivement, je suis très intéressé par l'idée d'aller voir ce film, pour ça, rien que pour le caractère effectivement artistique, cinématographique et les visées qu'a pu avoir le réalisateur. Ça s'appelle West Wing Jérusalem. Ça sera projeté donc mardi prochain, le 10 septembre au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris à partir de 19h. L'occasion donc d'aller peut-être apprécier cet art, ce film, d'aller lui apporter aussi des critiques. Dommage quand même qu'il n'y ait pas une version sous-titrée ou une version française. C'est bien sûr. On se coupe d'un public quand même. Bien sûr, c'est juste.
C'est peut-être sous-titré, on sait pas d'ailleurs. Maintenant, D'après le site des trois Luxembourg. Que je viens de voir, c'est en VOST. Ouais. Après, c'est sûr. Ouais, parfois il y a des petites coquilles qui se glissent. Maintenant, j'aimerais qu'ils aient fait les traductions et qu'ils nous les présentent. Oui, en tout cas, on attend de voir ça. Au-delà de cela, est-ce qu'il y a eu, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu difficulté à trouver une salle de projection? Tu nous as dit que non, Mourad. Mais on sait très bien qu'à chaque fois qu'on parle Palestine dans ce pays, et principalement à Paris, parce que c'est là que ça se passe en matière de spectacle, de projection, de cinéma, etc., il y a toujours, j'allais dire, une certaine opposition à ce qu'on évoque la Palestine. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller si loin lorsqu'on organise une réunion sur la Palestine dans une quelconque mairie. Vous avez tout de suite les énervés de la Ligue de danse juive qui arrivent tout de suite. Donc, voilà. Oui, Christophe, parfaitement. Alors, par exemple, on a eu un exemple. ASDJ, les danseuses. On a eu un exemple qui a été frappant. Ça a été celui où Stéphane Hessel. Un grand monsieur. Un très grand monsieur qui n'a pas pu donner sa conférence. Indignez-vous. Voilà. Vers la Sorbonne, c'était dans une école par là-bas, là, dans le 5e. C'est absolument scandaleux. Alors, moi, là, je pense à un autre film qui est mon film préféré et qui n'a pas eu la distribution qu'il méritait malgré le prix qu'il a eu à Cannes. Il s'agit du Destin de Youssef Chahine. Ouais. Et ça, c'est absolument un scandale et une injustice. Mais pour Wrestling Jérusalem, c'est pas là on est c'est un film, quoi qu'il en soit, qui est plus un film d'art et d'essai. Là, c'est pour le lancement de la VOD, donc il fallait passer par une location. Après, c'est à Ron de concrétiser une distribution plus large. Mais je pense que c'est bien, c'est aussi bien de le voir à la maison, de le revoir et de méditer. En tout cas, il y a aucune chaîne française qui prendra le risque de diffuser ce film. Oh, c'est pas sûr, je pense. Si c'est de l'art et d'essai. T'en vois une? Si, Arte peut le faire. Arte, ouais. L'art et d'essai, ils font, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Mourad, à titre personnel, tes projets pour la suite? Mes projets, la semaine prochaine, je serai à la projection. Oui. Quant au projet, là, je viens d'en finir un, donc pour l'instant, je savoure. Ah oui. Il veut pas nous dire, tu veux pas nous donner des informations en exclusivité pour nous, auditrices, auditeurs de France Magazine 2. Hein, Mourad? D'un film, il y a quelque chose qui se prépare? Bah ça sera un peu la surprise, même pour moi. Ah oui, même pour toi. Ah ouais, c'est pour dire alors. En tout cas, Wrestling Jérusalem. Donc c'est mardi 10 septembre. Hein. Mardi 10 septembre au 3 Luxembourg à 19h. À 19h. Soyez évidemment présents. Soyez nombreuses. Est-ce que Mourad, Gamal, Ossine, on n'a pas l'impression malheureusement, encore une fois, que il n'y a pas forcément une grosse mobilisation lorsqu'on parle Palestine, si ce n'est quand il y a des grands, évidemment des événements tragiques, comme ce qui s'est passé par exemple en 2014 à Gaza, où là vous aviez des milliers de personnes à Paris dans les rues, et en France et ailleurs en Europe. Quand on parle Palestine, on fait des manifestations, on sait qu'il y a des battants et des battantes, en l'occurrence Olivia Zemmour, on en parlait tout à l'heure, fait partie de ces gens-là, qui se battent depuis très longtemps avec Cap Jipo, Euro-Palestine, etc. Aujourd'hui, vous faites une manifestation, il y a 100 personnes et on est content, quoi. Comment on explique justement le fait que les Palestiniens sont très peu soutenus, j'allais dire, au travers des manifestations ici à Paris? Le conflit est usant. Il est usant, il dure depuis très très longtemps. Et il y a même au niveau stratégique en Palestine des guerres intestines, des heurts. Il n'y a pas de. C'est très 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 compliqué. Moi j'invite vraiment chaque individu à sa conscience, à faire un examen de conscience et surtout à ne pas nourrir ce conflit en évitant d'acheter des produits qui pourraient enrichir un système qui est absolument abject. Pour le BDS donc. Personnellement, à fond. À fond, oui. Gamal, tant que Mourad est avec nous, Mourad Kassa, une petite question pour Mourad. Je croyais que tu allais lui parler de sa canette de coca, excuse-moi, j'avais pas compris. Mais je revendique, moi. Alors, il a dit Gamal au même moment, aussi, les caméras sont pas encore disponibles dans le studio. Tu as fait de la dénonciation calomnieuse envers Gamal, mais oui, effectivement, puisque tu me tends la perche, Gamal Amina a une canette de Coca-Cola devant lui. Fier de moi, je Mourad, qu'est-ce que ça t'évoque, ça?
Qu'est-ce que ça te fait? Trop de sucre. Non, au-delà du trop de sucre. Morad, ce monsieur se revendique comme étant pro-palestinien, un défenseur de la cause palestinienne. Non, j'ai jamais dit ça, je suis pas là pour le dire. Ouais, je sais qu'il faut cibler, et comme un clou, si on veut abattre un mur, il faut trouver un point et toujours taper au même endroit. Au portefeuille. Oui, le portefeuille, mais ne pas donner une liste trop grande parce que ça perd le consommateur. Il y a des produits à forte valeur ajoutée qui concernent des intérêts qui sont très très forts. Alors je vais pas les citer, mais je le pense très fort. Quand vous allez en pharmacie, Teva. Merci. C'est pas moi. Sur ma carte vitale, c'est marqué je ne veux pas de Teva. Et ben la mienne également, voilà. Christophe. Oui. Et ça, on a fréquenté les mêmes réseaux alors. On a fréquenté les mêmes réseaux. Et donc pour sa canette, après c'est à lui. Non mais ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire, les gars. Quand dans mon passé lointain, je travaillais dans une autre radio. Il y avait le responsable de cette radio que je ne nommerai pas parce que voilà, j'ai très peu de respect pour lui, qui effectivement animait une émission de débat effectivement, et il passait tous ses dimanches à animer un débat où il incitait justement à faire ce que dit Morad, à essayer d'éviter d'acheter des produits qui pourraient enrichir l'antitétionniste. Et pendant 2 heures, il faut pas acheter Coca, faut pas ceci, cela. L'émission se termine, moi j'étais un jeune à l'époque, très jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, et l'émission se termine, et il y avait son fils qui était là, il dit: allez mon fils, on va au McDo. Ça m'a fait comme un choc, moi qui étais jeune, qui découvrais un petit peu tout ça. J'ai dit, le mec passe son temps pendant 2 heures à inciter les gens à aller de pas consommer, et qu'est-ce qu'il trouve à faire dès que l'émission se termine? C'est d'inviter son fils au McDo. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un petit peu consternant, et faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et c'est aussi malheureusement cette cause palestinienne aussi a eu beaucoup de gens à une époque certaine, peut-être des gens qui justement le faisaient par profit ou par intérêt, quoi. C'est dommage. Voilà, c'était la petite histoire du jour aussi. Après, pour refaire le point sur McDo, peut-être que ça a changé depuis l'époque. Oui. Bien sûr, ils font partie de toute cette mentalité sioniste, etc., en finançant indirectement via Coca-Cola et plein de produits. Peut-être même le patron ou le développeur de McDo lui-même est un pro-sioniste, etc. Faut pas oublier cependant que le PDG, pendant des années, avait refusé de s'installer dans les territoires colonisés. Donc il n'y a jamais eu de McDo à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus à l'heure du jour. Mais clairement, c'est-à-dire explicitement, il y avait même un communiqué de presse comme quoi il refusait de s'installer dans des territoires, dans des colonies israéliennes. Ouais. Mais moi, même ça dépend. Sur la question du boycott. Oui, Gamal. Sur Coca-Cola, vous en achetez sans savoir, vous en achetez dans du Perrier, dans n'importe quel. C'est une multinationale. Ne cherche pas à trouver des excuses. Je dis pas. Au contraire. Je pense que j'ai toujours critiqué le boycott multidirectionnel, qui est totalement inefficace. Si vous voulez vraiment un boycott efficace, il faut cibler uniquement votre ennemi. En l'occurrence, à l'époque, c'était l'Afrique du Sud, était raciste. Aujourd'hui, c'est Israël. Ça marche. Si vous vous épuisez à essayer de boycotter les soutiens, vous en sortez pas. Si vous fragilisez l'économie qui vit sous perfusion, qui est l'économie israélienne, ça n'est pas une économie viable. À ce moment-là, vous faites très mal. Et le problème, c'est que le rapport au boycott, c'est la seule arme douce, entre guillemets, qui ne soit pas violente et qui ne provoque pas de mort, mais qui permet d'obliger à la table des négociations les dirigeants extrémistes qui tiennent l'État. Parce que le jour où tous leurs produits seront boycottés dans le monde entier, ce jour-là, ils vont commencer à réfléchir avec le porte-monnaie, parce que les gens, ils ont envie de manger. Et s'ils voient que leur économie se casse la figure, ils dégagent les dirigeants. Voilà, c'est le seul moyen. Bon, Ossine. Oui, moi je voulais rien à rajouter. Si une petite anecdote, une belle canette devant lui. Non, une petite anecdote. On a, pour défendre un peu Gamal sur sa consommation abusive de Coca-Cola. Tu es un drogué, Gamal. On leur fait de la pub là quand même. Faut en citer 2 autres normalement selon. Oui, Orangina. Il paraît que ça a été fabriqué, créé en Algérie. Selecto. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hamoud Boualem. La marque Hamoud Boualem en général. Qu'est-ce que t'as bu en Algérie cet été, Ossine? J'ai bu un peu de tout. Gazeuse en général. Les gazeuses. Ah oui. Voilà, ta gazeuse. Ifri qui cartonne dans plein de boissons, que ce soit gazeux ou naturel. Par exemple, le Perrier est remplacé par la. Mais c'est pas bon les boissons gazeuses, vous savez les gars. Qui connaît la célèbre boisson Lela Ferrugia? Franchement, elle a rien à envier à Perrier. Bon. Voilà, juste pour vous dire une petite anecdote rapide. On avait accueilli des enfants palestiniens, justement des enfants de prisonniers palestiniens comme chaque année à Stein. Et donc en fait, il y a l'année dernière, et il y a un enfant à un moment donné, je lui demande qu'est-ce que tu veux que je te serve à boire? Et il me demande justement du coca. Et donc je lui ramène du coca, etc. Et je lui demande, je lui dis mais attends, ça te choque pas parce que nous ici on boycotte de coca, etc. Et lui il m'explique que en fait eux ils viennent d'Hébron.
et que à Hébron il y a une usine Coca-Cola où toutes les familles elles travaillent. Elle dit si on boycotte Coca, il n'y a plus personne qui travaille. Voilà. Et ils ont grandi dans le Coca. Comment il t'a trouvé un argument de je soutiens Coca. Non, c'est pas pour ça, mais même culturellement, ils sont envahis par Coca dans la ville. Il y a des sponsors, il y a du sponsoring partout. En fait, c'est comme nous ici. En fait. Par contre, je tiens quand même juste pour le plaisir à donner une autre boisson marocaine. Cette fois-ci, il s'appelle Wilmes. Pareil, c'est une boisson de la région du Rif, si je me trompe pas. Wilmes, c'est l'équivalent d'un Perrier, mais en mieux, parce qu'elle n'est pas saline, elle n'est pas salée. Donc Morad, dernier mot, Morad, pour rappeler que donc Wrestling Jérusalem sera projeté le mardi 10 septembre à 19h au cinéma Les Trois Luxembourg. Morad. Moi, j'invite à aborder cette question de façon complexe et de faire le fait preuve. Ici, tu sais. C'est ce que vous faites. Oui. Mais c'est ce que j'invite les auditeurs aussi à faire. Ce que j'invite à faire aussi, c'est de reconnaître le talent et puis de réfléchir. Et comme ce film nous donne toute cette opportunité de venir voir le film. Eh bien, rendez-vous le 10 septembre pour ce faire. Merci beaucoup, Morad, d'être venu par nos studios pour nous parler et nous présenter ce film qui sera projeté donc à Paris. Ça sera, je le rappelle, le 10 septembre au cinéma Les Trois Luxembourg. Merci. Si t'as 2 minutes, tu peux rester avec nous. Il y a un quiz qui se profile à l'horizon. Un match, un combat. On va mettre le ring, on installe et on met d'un côté Osinras, qui est un bon cogneur, il a une bonne gauche, et Gamal Abina qui s'en sort plutôt pas mal à son âge avec ses coups de pied. À tout de suite. Le grand forum, c'est tous les jours, messieurs dames, on est là. Et sachez que cette semaine, on va évoquer dans notre sujet sociétal, à l'occasion du Grenelle d'ailleurs, qui va démarrer demain, un Grenelle autour de la violence faite aux femmes et des féminicides, avec la 100e féminicide qui a été retrouvée morte sous les coups de son compagnon. Et c'est la 100e depuis le début de l'année. C'est évidemment beaucoup trop. On va y consacrer une partie dans cette émission tout au long de cette semaine avec des invités, bien entendu. Et pour m'appuyer, demain, il y aura Karima Perroni qui sera avec nous tout au long d'ailleurs de cette semaine pour aborder ce sujet. Demain, Emmanuel Michael, Philippe Bouriaki et Karima Perroni ainsi qu'une invitée, et vous pourrez évidemment nous apporter vos témoignages au 01 40 33 9000. Pour l'heure, c'est l'heure du quiz sur France Maghreb 2 avec opposant aujourd'hui Osin Ras. Il va bien, Osin? Oui. Gamal Abina qui a gagné le premier quiz de la saison. Et elle a déjà gagné, Gamal? La semaine dernière, ouais. Étonnant, ouais. Alors, je rappelle les règles qui sont très strictes. Vous ne répondez pas sous peine d'offrir votre point à votre adversaire avant la fin de ma question. C'est clair, c'est net, c'est précis. On y va? D'accord. C'est prêt? Allez. Première question, c'est parti. Quelle chaîne de magasins français est placée en redressement judiciaire en 2003? Leclerc? Non. Chaîne de magasins français. Ah, Félix Potin. Pas du tout. Pas du tout. En 2003, je suis bête, ils sont morts. Chaîne de magasins. Qui n'existe plus ou qui existe toujours? Il existe encore. Non. Ah, c'est Virgin Megastore. Barbès et Montparnasse. Tati. Bonne réponse. Mais tu sais que ça devait être ma première réponse, mais comme tu as dit 2003, ça a changé parce qu'en ce moment, ils ont été rachetés par Jiffy. Un point pour notre ami Osinras. Merci. C'est parti. Attention, on y va. Gamal est en difficulté. C'est Barbès, tu m'as donné un bon indice. Deuxième question. 2005, hospitalisation à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce d'une personnalité française suite à un incident cardiovasculaire. Jacques Chirac. Une deuxième bonne réponse. Allez, t'as 2 doigts de ta bouteille. Il est là, attention. Troisième question, 2-0 pour l'ami Osinras pour l'heure. Qui a déclaré: je n'ai absolument rien à cacher. Après cette émission, je pense que je vais pouvoir retrouver une certaine liberté. C'est pas Yann Moix. C'était Yann Moix, c'est exactement, monsieur. Ah oui. Bravo. 2-1. Attention, les jeux sont faits, rien ne va plus. Quatrième question. À quelle date passerons-nous en automne cette année? Le 21 octobre. Non. 21 novembre. Non. Le 21 décembre. Non. Automne, septembre déjà. Ah, 21 septembre. Non. 21 septembre. Non. 22 septembre. Non. Le 20. Non. 17. Non. Mais c'est le 21 qu'on change de. Le 18. 23. 23. Bonne réponse. Merci Medjahed. Ah, t'es un bon. Mais c'est validé pour Osin, hein. C'est validé pour Osin. Non, on peut la rejouer cette question, on la rejoue. Je suis bon joueur, on l'a rejoué, elle est pas bonne. Bon, toujours 2-1 pour Osinras. La cinquième et dernière question pour ce quiz en ce lundi. Allez, je te laisse gagner pour avoir la balle de match. Combien y a-t-il de candidats pour l'élection présidentielle en Tunisie, des élections qui se dérouleront le 15 septembre? Pas du tout. 12. Non. 8. 12, je dirais que c'est un rapport avec 12, mais... 112. Non.
Non, c'est pas... 212. Non, ça a rien rapport. En fait, non, ça a aucun rapport avec 12, pardon. Ah ouais, d'accord. 21. Mais faut un peu plus que 24. Un peu plus que 24. 30. Non, un peu 27. moins. Un peu moins. 25. 26. Bonne réponse. Bravo, de balle Gamal de Abina. match. Balle de match. Tout va se jouer sur cette question. Une question sur l'Algérie, s'il te plaît. Non. Allez. Tu me... Attention, ça va se jouer sur la rapidité. Quel président de la 5ème République a été et est resté le plus longtemps au pouvoir? Sarkozy. Mitterrand. 14 ans. Réponse de Gamal Abina. Bravo, Gamal. Victoire. Bravo. Sur le fil. Bravo. Ça nous fait un score de 3-2 pour Gamal Abina. Victoire pour ce quiz qui a été très très disputé. Bravo monsieur Gamal Abina. Il était très bon. Medjed, qu'est-ce que t'en penses? Il a été bon ou pas là? Il a été bon, il a été extrêmement bon. Oui, Gamal Abina, tu vois, il a commencé tranquille en laissant son adversaire jouer. Et puis après il s'est dit attends, mon pote, moi je suis là, je m'appelle Gamal Abina. C'est ça, mais oui. Moi, c'est ça. C'est ça. Je rigole pas, moi. Voilà. Notre héros à la coupe. Pas à la maison. C'est un bon joueur, faut le reconnaître. Ouais, aussi, en tout cas, il va donner du fil à retordre, j'ai l'impression. En plus, j'ai pas utilisé mon téléphone pour répondre. En plus. Mauvais joueur. Mauvais perdant. Autre quiz demain, évidemment. Medjed, comment tu vas? Mais écoute, ça va bien, Christophe. Salut toute l'équipe. Ça va très très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans un instant sur France Maghreb 2? Eh ben, aujourd'hui, c'est la rentrée. On a tous remis nos cartables neufs pour être au top. Ah, il est là, il est derrière, j'ai mon sac à dos. Il est pas si neuf, mais on va dire qu'il est neuf. Puisqu'on parle de rentrée, eh ben, on va s'amuser avec des consoles de jeux. Console de jeu à choisir, la Nintendo Switch ou la PlayStation 4 Pro à gagner tout à l'heure. Ah, je reste. Ah. Je joue. Et ben voilà. Ouais, voilà. Il peut jouer aussi. Il peut jouer aussi, il n'y a pas de souci. S'il gagne. Jusque 20h avec Medjed, donc sur France Maghreb 2, comme tous les soirs, le 18-20 sur France Maghreb 2. Évidemment, on se retrouve demain avec donc autour de cette table demain, Emmanuel Michael, Karim Perroni et Philippe Bouriaki. Et on va parler donc des féminicides et donc de ce Grenelle qui s'ouvre demain autour de la violence faite aux femmes tout au long de cette semaine dans notre sujet société tous les jours à 17h30. Donc c'est Bouriaki maintenant, c'est plus Bouriaki. Bouriachi, enfin ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, avec quoi. Avec qui. Voilà, surtout avec qui. Merci à tous, bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio, rendez-vous demain. Salut tout le monde, à bientôt. À 16h pour le LGF, bien sûr, le fidèle rendez-vous tous les jours au quotidien sur France Maghreb 2 parce que c'est là que ça se passe. 19h01, excellente soirée à vous. Le rappel de l'actualité, bonsoir. Bonsoir. Un peu moins fort mais toujours aussi dangereux, Dorian, l'ouragan est repassé en catégorie 4 sur une échelle de 5 avec des vents soufflant encore à 250 km/h en moyenne et il continue à se déplacer lentement et à représenter une menace majeure pour le NHC, le National Hurricane Center, d'ici son arrivée en Floride la nuit prochaine ou demain matin. En attendant, il provoque des dégâts considérables aux Bahamas, notamment dans les îles Abacos. Des dégâts sans précédent sont signalés dans un message sur les réseaux sociaux par le chef du gouvernement de l'archipel des Caraïbes. Et aux États-Unis, on craint le pire. Dorian, le deuxième plus puissant ouragan jamais enregistré dans l'Atlantique, pourrait coûter, selon des analystes d'UBS, jusqu'à 25 milliards de dollars aux assureurs. L'évacuation ordonnée par les autorités américaines concerne plus d'1 million de personnes en Floride, en Caroline du Sud et en Géorgie. Un navire humanitaire a été saisi ce matin par l'Italie. L'Eleonore, le bateau de l'ONG allemande de Mission Lifeline, placé sous séquestre près du port de Pozzallo en Sicile après être entré illégalement dans les eaux territoriales. L'Eleonore, dont le capitaine a avoir pris sa décision en raison de mauvaises conditions météo. La centaine de migrants à bord, tous secourus au large de la Libye, doivent être débarqués. Fin de garde à vue ce soir pour l'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 8 blessés samedi à Lyon. Le suspect, un Afghan âgé de 33 ans, va être présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Le parquet a bien évidemment requis son placement en détention provisoire. Enfin, on apprend la disparition d'un des membres fondateurs de Taxi Girl, plus de 6 ans après celle de son mythique chanteur Daniel Dark. Le claviériste Laurent Sinclair, de son vrai nom Laurent Bieler, s'est éteint à l'âge de 58 ans. C'est lui qui avait composé et écrit les paroles du plus gros tube du groupe culte des années 80, Cherchez le garçon. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb